Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors en effet, Jacques a parlé de ce livre Musique et documents sonores qui est donc la version publiée de ma thèse de doctorat et dont il ne sera pas question directement mais qui va, j'ai envie de dire, percer à travers mon propos puisque évidemment il y a eu beaucoup de dialogue entre ma pratique de compositeur et ma pratique de musicologue ou théoricien. Et alors, en ce qui concerne ma pratique de compositeur, je suis autodidacte et de fait j'ai commencé par faire du rock. Donc là, je viens de là, c'est de là que je viens et petit à petit, moi, je suis venu assez tard à la musique, en prenant effectivement un peu les chemins de traverse. Et là, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un peu une espèce de tour d'horizon des différents, de la diversité de mes travaux, puisque je peux faire à la fois aussi bien des installations sonores vraiment qui s'exposent comme une pièce, comme une œuvre plastique, et également des pièces instrumentales écrites, vraiment comme de la musique, comme le fait la tradition musicale occidentale depuis maintenant plusieurs siècles. Donc voilà, et entre ces deux extrêmes, l'installation et la pièce instrumentale, beaucoup de pièces qui mixtes, comme on dit, c'est-à-dire qui mélangent l'électronique et l'instrumental. Et alors à travers cette diversité, je vais retenir, il y aura plusieurs boussoles, plusieurs thèmes qui serviront un peu de lien. Et donc le premier, ce serait une chose assez importante de mon travail depuis pas loin d'une dizaine d'années, c'est la question de l'emprunt ou de la citation. Alors c'est pas exactement de la citation, je préfère employer le terme de recyclage par rapport à mon travail en particulier. Et le deuxième thème, ce sera tout ce qui concerne les translations, les transcriptions, les passages entre la matière électronique et la matière instrumentale. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre avec la volonté à la fois de reproduire et en même temps, comme c'est une reproduction inexacte, de tenir compte des altérations qui ont lieu dans ce processus. Alors pour parler de ma pratique du recyclage, je vais d'abord évoquer ma première pièce que j'ai composée dans cette idée-là. Donc là, vous voyez 2009, mais c'est la date de parution du disque. La pièce, en fait, je l'ai commencée en 2005. Ça a été une espèce de long processus de composition. Alors, il s'agit, donc c'est une pièce assez longue qui fait, donc dans la version CD, qui fait 70 minutes. Et le principe, c'est que c'est une pièce purement électronique qui repose quasi exclusivement sur le sampling, l'échantillonnage de fragments instrumentaux de chansons réalistes, chansons rétro, donc les chansons des années 20, 30 françaises. Et donc je n'ai pris que les introductions instrumentales. Donc du coup, on n'a aucune voix, on n'a que les quelques mesures d'introduction qui sont finalement la partie peut-être la moins saillante des chansons, puisque la chanson, on s'intéresse surtout à la partie mélodique et à la partie vocale. Donc j'ai réuni à peu près 200 introductions instrumentales de chansons de cette époque, donc que j'ai prélevé tantôt dans des fonds déjà numérisés ou alors par des supports divers. Justement, je me suis plu à utiliser l'usure du support, donc en prenant notamment des vieux 78 tours, vous savez, ces vieux disques sur lesquels étaient éditées ces musiques à l'époque. Donc voilà, j'ai fait tout un travail de recherche comme ça, avec cette diversité de supports, et ensuite l'idée c'était d'en faire une composition nouvelle, donc à partir du montage de ces éléments. Donc ces éléments qui sont à la fois hétéroclites puisqu'ils proviennent de chansons différentes et en même temps qui sont reliés par le son, puisqu'il s'agit d'un son très atypique. Le son des années 20-30, c'est vraiment le son qui nous paraît aujourd'hui le son de la chanson désuète. Donc cette idée de désuétude était vraiment très importante pour moi, puisque précisément il s'agissait de donner une seconde vie ou de ranimer des éléments musicaux qui en soi sont plutôt, pour ainsi dire, passés de mode. Et pour cette composition, je l'ai nommé Passage Weg en référence à Walter Benjamin, le philosophe allemand, qui s'est suicidé en 1940 en fuyant les nazis et qui a laissé inachevé des notes qu'on a appelées le Passagenwerk,
le livre des passages, et qui donc sont une gigantesque collection de citations, donc ce côté citationnel m'intéressait aussi par rapport à mon travail, qui soutiennent l'idée que le passage parisien, donc vous savez cette architecture qu'il y a à Paris qui relie plusieurs rues, cette espèce de rue intérieure qui a servi au XIXe siècle un petit peu de galerie marchande avant l'heure, c'est vraiment les ancêtres de nos galeries marchandes actuelles. Donc il soutient que ce lieu est un lieu d'origine du capitalisme et de la modernité. Et en tant que lieu d'exposition des marchandises, vraiment, pour Benjamin, la première fois qu'on expose la marchandise justement pour le consommateur, pour le flâneur, pour ces figures urbaines qui commencent à émerger au XIXe siècle. Et alors la particularité du passage, c'est que c'est vite devenu un lieu désuet, puisque les passages ont assez vite été désertés par le commerce officiel, et c'est très vite devenu des endroits où on allait chiner des antiquités, des vieilleries, et notamment pour les écrivains surréalistes au début du XXe siècle, et notamment Louis Aragon, qui a écrit Le Paysan de Paris. Le passage est un lieu vraiment de dérive surréaliste où le poète écrit vraiment une espèce de dérive à partir d'objets totalement désuets qu'il va magnifier par l'écriture. Donc il y a cette idée de partir d'une chose très humble et ensuite de l'amener vers une écriture qui la poétise. Voilà, donc c'est un peu tout ça qui m'a guidé dans cette œuvre, cette idée de ranimer la chose désuète. Et dans l'extrait qu'on va entendre, qui est vers la fin de la pièce, voilà, j'ai vraiment cherché à faire en sorte que le montage des différents éléments ne s'apparente pas à une espèce de collage un petit peu heurté, mais au contraire, j'ai cherché à fusionner les différents éléments pour avoir quelque chose qui s'apparente à un flux. Donc, en multipliant vraiment les superpositions, les différences de traitement de timbre entre les différentes couches. Et voilà, on a quelque chose d'assez géologique qui essaye de lisser, enfin en tout cas de rendre plus continu le procédé de montage de son.
Voilà, donc un second exemple de recyclage va nous emmener vraiment dans un autre univers. Alors, cette pièce chorale, qui est relativement récente, fait partie d'une série de compositions en fait, qui sont basées sur le même principe. Le principe est simple, c'est c'est plutôt un même matériau, en fait, pour être précis. Là, j'ai recueilli, non pas des introductions de chansons, mais des a cappella chantés par des amateurs sur YouTube. C'est une pratique assez récente, puisque liée à Internet, et assez surprenante aussi. Ce sont tous ces gens qui s'enregistrent chez eux en train de chanter, généralement un tube, enfin en tout cas une chanson connue. Et donc j'ai voulu m'approprier cette matière-là avec l'idée, pareil, similairement à Passage and Beg, de la transformer totalement. Alors pour chorale, comme son nom l'indique, il s'agit vraiment d'une simulation de chorale. Alors malheureusement je n'ai pas d'image parce que je n'ai pas pu prendre photo de la seule et unique représentation qui a eu lieu jusqu'à présent. Il faut imaginer 5 haut-parleurs sur une scène. Et dans chacun de ces haut-parleurs, il y a la voix de quelqu'un qui chante, retravaillée, totalement altérée. Et en fait, les 5 voix, donc du coup les 5 haut-parleurs, chantent à l'origine la même chanson. Donc c'est un même tube qui est chanté, que j'ai cherché, 5 versions différentes d'un même tube. Alors évidemment, c'était chanté totalement différemment, dans des tonalités différentes, dans des rythmes différents, parfois juste, parfois plutôt faux. Donc j'avais vraiment quelque chose de totalement hétéroclite. Il a fallu que je me livre un travail de réorganisation totale pour non seulement altérer la chanson d'origine, puisque je tiens à ce qu'on ne la reconnaisse que très peu, voire pas du tout, et en même temps pour que l'ensemble finisse par sonner comme une chorale, c'est-à-dire avec un minimum d'harmonie, ou en tout cas même de contrepoint entre les différentes voix. Alors je pense que c'est une proposition qui marche vraiment mieux dans l'espace avec les 5 haut-parleurs. Je vous en fais quand même écouter un petit extrait de 3 minutes.
touché de cette composition. D'une part, il y a la volonté évidemment d'altérer la substance mélodique de la chanson d'origine, mais en même temps garder la vocalité du matériau. C'est-à-dire que les traitements ne perdent jamais l'idée de la vocalité, et donc on entend toujours une voix qui chante, même si c'est une voix considérablement ralentie, comme c'était le cas au début, ou une voix fracturée, ou une voix dont on n'entend que les respirations ou des claquements de doigts éventuellement, puisque souvent les chanteurs s'accompagnent en claquant des doigts. Donc avec aussi cette insistance sur le résidu ou l'aspect un petit peu accidentel du document d'origine. Donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est l'importance du dispositif. Donc le choral fait partie d'une série de pièces pour lesquelles vraiment j'envisage le haut-parleur comme presque on pourrait dire comme un corps sonore à part entière. C'est-à-dire que lorsque j'écris les sons, je les attribue à un seul haut-parleur. Et là, comme il s'agit de voix, évidemment, le haut-parleur est presque anthropomorphisé, en tout cas. La rangée de haut-parleurs vraiment fait penser comme une vraie chorale, quoi, une rangée de chanteurs. Et alors, dans cet ordre d'idées-là, par rapport au dispositif, je voudrais faire une petite incise avec une pièce qui, là, pour le coup, relève de l'installation sonore proprement dit. Et là, on voit sur la photo l'importance du dispositif, presque comme s'il y avait une sacralisation des haut-parleurs, qui sont donc les colonnes qu'on voit ici. Alors le principe, là, c'est qu'on a une couronne de 8 haut-parleurs qui diffusent. Alors dans chaque haut-parleur, on a une version dans une langue déterminée d'un même film. Donc ce sont en fait plusieurs versions doublées d'un même film de départ. Le film, c'est un film de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie. Et donc j'ai cherché 8 versions différentes, dans 8 langues différentes. Et dans chaque haut-parleur, il y a une de ces 8 langues. Alors, et donc tout est synchronisé. La particularité, c'est que tout ce qui relèvera du son, de la bande-son, musique, bruitage, tout ça est synchronisé puisque c'est la même chose qui apparaît dans les différentes bandes-son. Par contre, la voix, évidemment, la voix est différente. Elle est différente et en même temps, elle est tenue de se synchroniser au mouvement des lèvres, en tout cas pour tout ce qui relève de la parole qui n'est pas off, c'est-à-dire qui est sur l'écran. Donc du coup, on a une parole qui est à la fois totalement éparse et diverse au niveau des langues, puisqu'on a du français, on a du finnois, on a du japonais, etc. Et en même temps, une parole qui quand même se calque sur les mêmes points d'entrée et de points de sortie, et qui adopte même, on pourrait dire, à des moments des mêmes mouvements intonatifs, puisque finalement toutes les versions, toutes ces versions se calquent sur la version originale anglaise, et donc on pourrait dire qu'elles limitent. Alors c'est un travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma participation au collectif l'Encyclopédie de la parole, collectif pluridisciplinaire qui s'intéresse justement aux formes de la parole et pas seulement au fond, au discours. Donc il y avait cette idée de mettre en avant ce qu'on appelle dans le collectif la sympathie, c'est-à-dire la façon dont les voix se déteignent l'une sur l'autre. Alors là c'est la même chose, je vous fais écouter un court extrait qui vous donnera une idée assez vague de l'ensemble, parce que ça dure, donc ça tourne en boucle, donc l'idée n'est vraiment pas d'écouter ça d'un bout à l'autre, mais de simplement, comme on visite une pièce exposée dans un musée, donc c'est pas du tout une pièce musicale avec un début, une fin, etc. Donc je vous en passe vraiment un très court extrait. Voilà. Alors je reviens un peu plus dans la continuité de chorale, avec une pièce qui en fait est en réalité antérieure, mais qui repose sur le même principe.
Song Recycle, donc c'est une espèce de work in progress, puisque je continue à travailler encore dessus. J'ai commencé en 2010. Alors, c'est le même principe, c'est-à-dire que ce sont des chansons, des a cappella de YouTube qui sont prélevées. La différence, c'est que c'est une suite de chansons, et non pas une forme continue, comme c'était le cas de chorale. Et là, voilà, il n'y a qu'une seule voix qui chante, comme on peut voir sur la photo de droite, qui est mise sur un seul haut-parleur placé près du piano. Donc là, évidemment, l'élément qui apporte une altérité, c'est le piano, qui donc vient accompagner la voix. Alors ce qui m'intéressait avec cette pièce, c'était l'idée de recréer en quelque sorte le dispositif du lead romantique. Donc, vous savez, c'est la forme piano-voix. Donc là, on a le piano, on a le pianiste qui joue, et on a à la place du soliste un haut-parleur. Donc le haut-parleur est mis dans une position qui est celle normalement occupée par le chanteur ou la chanteuse, c'est-à-dire le soliste. Donc il y a une espèce de renversement où la personne présente est entre guillemets l'accompagnateur et l'absent c'est le soliste. Je vous en fais écouter une chanson en fait, puisqu'elles durent entre 9 secondes et 3 minutes, donc elles sont relativement courtes. Donc voici la première de ces chansons. Ça sature, je ne sais pas si c'est... Le câble, il bouge toujours dans le... Je pense pas que ce soit le cas parce que c'est pas des moments. En fait, je pense que c'est quand c'est fort. En fait, j'ai l'impression que ça réagit à la. Possible. Mais le problème, c'est que je suis déjà à fond ici. Ah. Mais à moins que ce soit trop fort pour vous, je sais pas. Non, peut-être envoie-moi le niveau de sortie, puis nous on va peut-être monter l'ampli là, non? Mais à mon avis, c'est plutôt vous qui saturez que moi, non? Ouais. Donc du coup. D'accord. Ouais. Bon, peut-être je pourrais baisser le niveau. C'est fort possible. Là, c'est pas trop fort pour vous. Non. Essaye, je vais voir si je suis Mais alors du coup, là, tu n'as plus de partition. Enfin si, tu as une partition, comment tu fais pour Alors, accompagner un chanteur virtuel? oui. Effectivement, je n'ai pas de partition parce que tout simplement, jusqu'à présent, c'est moi qui joue la partie piano. Et en fait, je la compose en la jouant. C'est-à-dire que voilà, j'écoute énormément
le son que j'ai constitué. Donc vraiment c'est par étapes, c'est-à-dire d'abord je fais la partie vocale, Bien sûr. et après c'est presque comme un exercice d'harmonisation de voix, c'est-à-dire j'ai la ligne qui est faite D'accord. et je place le piano dessus. Et là en fait, oui, c'est à force de l'entendre, j'en connais le moindre détail et donc Les nuances et tout ça, Voilà. éventuellement. Ouais. Et alors en ce moment, je suis en train de l'écrire sur partition, maintenant que le processus est fini, parce qu'il va y avoir un pianiste qui va interpréter. Parce que le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que comme je suis au piano, je ne peux pas régler l'équilibre entre la voix et le piano. Et du coup, voilà, si un pianiste le fait, je pourrais être en régie et vraiment ajuster au... parce que souvent la voix passe au-dessus du piano. En fait, l'idéal avec cette pièce, c'est que le piano ne soit pas amplifié, donc d'être plutôt dans une petite salle, et d'avoir à la fois le son acoustique, donc de ne pas avoir à toucher le piano, et de régler juste la voix en fonction du piano. Mais ça demande vraiment un jeu sur le petit... Voilà. Alors, du coup, on va passer un peu à cette ce deuxième temps de ma présentation sur la question de la transcription. À partir de cette pièce-là, puisqu'en fait, j'ai réalisé une œuvre que j'ai appelée Song Recital, et qui est la version instrumentale de ce qu'on vient d'entendre. Donc là, par contre, ce qui se passe, c'est que tout est transcrit, donc la partie de voix est transcrite pour voix de femme, et la partie de piano est transcrite pour ensemble. Donc on quitte totalement l'électronique, c'est une pièce instrumentale qui se joue sans intervention d'électronique, avec une instrumentation assez diverse, donc qui à la fois très acoustique et en même temps avec de l'électricité, puisqu'on a un Fender Rhodes, une guitare électrique, donc des éléments qui sont fondus dans l'ensemble acoustique, mais qui rappellent... Alors, j'ai procédé à deux types différents de transcription. Pour la voix, je vous ai mis des petits exemples là, pour vous montrer la difficulté, enfin le code que j'ai adopté pour les respirations par exemple. Donc ce qu'on voit, le petit triangle vers le bas, la première note, c'est une inspiration, puisqu'il y a le signe tiré donc pour inspirer, et ensuite un peu plus loin, lorsqu'il y a l'espèce de petit V, ça veut dire expirer. Donc c'est comme ça que j'ai noté les respirations. Et quoi d'autre, et puis les sons, parce qu'évidemment il y a beaucoup de sons à l'envers dans le matériau, donc il y a des sons de la voix qui ne correspondent pas du tout à du langage, donc du coup j'ai adopté l'API, l'alphabet phonétique international, ce qui donne des signes un peu barbares que vous voyez à la toute fin, là, kmi, wa, ce genre de choses, donc ça a des significations bien précises en API, ça correspond à des sons de la voix bien précis. Donc il a fallu que la chanteuse apprennent tout ça, en plus des notes. Voilà, donc ça c'est pour la voix, et j'ai essayé de faire vraiment une transcription la plus fidèle possible, donc j'ai repris toutes les respirations évidemment, les fausses notes, donc quand il y a des fausses notes c'est écrit en quart de ton, donc voilà, vous savez que l'intervalle le plus petit normalement c'est le demi-ton dans l'écriture tempérée, mais on peut évidemment aller chercher des intervalles plus petits, donc là j'ai écrit pour le quart de ton. Et l'écriture instrumentale, à l'inverse, n'a rien à voir, enfin en tout cas s'éloigne assez considérablement de la partie de piano de Song Recital. Et là va vraiment entamer un dialogue avec l'écriture, avec la ligne vocale, beaucoup plus serrée, beaucoup plus contrapuntique aussi, donc avec vraiment un dialogue et quelque chose de beaucoup plus foisonnant. Donc on quitte presque la dimension accompagnement, en tout cas la dualité voix principale et accompagnement. Alors, je vous fais écouter un petit extrait et je fais défiler la partition si jamais vous pouvez vous y retrouver. En plus, c'est pas très très grand, mais voilà.
vous avez pu mesurer les cases, c'est la même chose, la même chanson, mais avec effectivement énormément de différences, en tout cas une complexité plus marquée dans le rapport entre la voix principale et l'accompagnement. Et donc voilà, je pense que cette consécution entre les deux pièces montre bien comment un aspect de mon travail consiste à prendre une chose un peu, voilà, à la base un petit peu pauvre, enfin un matériau un peu pauvre, et ensuite à partir de là de broder, d'aller vers la complexité. Et qu'on garde quand même cet ancrage, en tout cas là la voix marque bien des moments, par son côté même très diatonique, très tonal, marque bien son origine pop. Et une petite précision aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans Song Recycle, la voix était parfois presque tuilée à elle-même, puisque j'utilisais des fondus enchaînés, donc du coup il y avait parfois 2 notes en même temps pour la voix, ce qui n'est pas possible à faire. Donc là c'est la flûte qui jouait le rôle presque de seconde voix, quoi, qui en tout cas jouait les notes impossibles à jouer par la voix. Donc je continue sur cette question de la transcription entre électronique et instrumentale, mais là dans un domaine où il n'est plus du tout question de récupération, de recyclage ou de citation. C'est une pièce mixte, on peut dire, là vraiment au sens le plus plein, c'est-à-dire avec instruments et haut-parleurs, et le même nombre d'instruments que d'haut-parleurs, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, le principe est relativement... il se divise également en différentes étapes. J'ai commencé par écrire pour chacun des 4 instruments, donc la flûte basse, harpe, le cymbalum. Cymbalum, vous voyez ce que c'est l'espèce de piano portatif qu'on joue avec des baguettes, qui est un instrument qui vient de l'Europe de l'Est. Violoncelle, et donc j'ai écrit pour chacun de ces instruments, je dirais des particelles, des proto-partitions, c'est-à-dire des choses écrites, des petites notes, pas spécialement reliées, enfin, plutôt quelque chose de fragmentaire. Et je les ai enregistrées séparément. Et ensuite, à partir des enregistrements, j'ai fait une partie électronique en 4 pistes, et chacune des pistes était correspondait à un des 4 instruments. Et ensuite, j'ai procédé à un travail de transcription de cette partie électronique pour transcription sur partition. Donc j'ai transcrit ce que j'avais réalisé électroniquement sur partition. Et à partir de là, j'ai écrit la partie que les musiciens jouent par-dessus. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, le principe de la pièce, c'est que lorsque c'est joué, il y a donc les 4 musiciens, 4 haut-parleurs, et donc ils ont, comme si chaque musicien avait son avatar dans un haut-parleur. Et il y a évidemment tout un jeu de dialogue qui s'instaure entre haut-parleurs et instruments, entre l'instrument qui est là, l'instrument qui est préenregistré et retravaillé. Alors, donc même combat, je vous en fais écouter un extrait simplement. Il faut que je recale la musique parce qu'elle est mal calée. Voilà. Et vous aurez le droit également à la partition, qui est encore plus difficile à lire, puisqu'en fait on navigue entre l'électronique qui est en haut, en petit, et puis l'instrument sont un peu plus gros. Et donc, chose technique, il y a une partie pédale MIDI qui apparaît en dessous de la flûte basse, c'est parce que c'est le joueur de flûte qui avait une pédale MIDI pour déclencher les séquences électroniques, qui sont très courtes en fait. Donc il a énormément de coups de pédale à donner pour... Ça fait partie de son jeu instrumental en quelque sorte.
Voilà, donc la pièce suivante est basée sur le même principe, simplement elle est beaucoup plus ancienne. Elle date de 2003, elle a été éditée sur CD en 2005. Et donc elle représente en quelque sorte les prémices de ce qu'on vient d'entendre, mais avec une façon un rapport à l'écriture assez différent et j'ai envie de dire beaucoup plus lâche, en tout cas plus souple. Puisque là, je n'ai pas constitué de partition et les matériaux de départ étaient non pas des matériaux écrits, mais des matériaux semi-écrits. Et donc l'écriture s'est constituée petit à petit par un échange entre ce que j'avais pu récolter en improvisant avec les musiciens et ensuite ce que j'ai petit à petit écrit. Et la pièce donc, qui dure 50 minutes, qui est assez longue, se divise en 4 mouvements, comme il y a 4 instruments. Alors là, il n'y a pas du tout le rapport entre instrument et haut-parleur, c'est-à-dire que j'avais conçu un dispositif beaucoup plus neutre. Simplement, chaque mouvement est pour un seul instrument live et la bande qui, du coup, joue les autres instruments. Donc lorsque la pièce est jouée, on voit les 4 instruments jouer l'un après l'autre, mais jamais ensemble. Et ce qui fait leur réunion, c'est la partie de bande qui est élaborée à partir de l'ensemble de l'enregistrement. Donc là, on va entendre le début du mouvement pour harpe. Et donc évidemment, il n'y a pas que de la harpe, il y a également... mais vu qu'on va entendre un enregistrement, la distinction est encore plus difficile à faire entre ce qui est l'instrument soliste qui joue et la bande. Puisqu'il y avait aussi dans cette pièce l'idée que le soliste pouvait vraiment totalement se fondre et disparaître dans la partie de bande. Donc vraiment, le soliste n'est pas du tout mis en avant, il est au contraire parfois fondu dans l'ensemble.
Voilà, et pour terminer, je présentais une pièce récente et même pas du tout terminée en fait, qui est en cours d'écriture et qui nous sortira un peu des deux problématiques que j'ai abordées, qui ouvrira vers une autre question qui est celle, plutôt la question de l'espace en fait, le traitement de l'espace dans la musique électroacoustique. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblera du coup, une fois que ce sera fini. Ce qui est sûr, c'est que c'est une pièce électroacoustique, donc il n'y aura pas de... Ce sera un concert, ce sera donné en concert pour haut-parleurs uniquement. Mais dans ces haut-parleurs, enfin en tout cas, ce qui sera diffusé, ce sera des enregistrements d'instruments acoustiques que j'ai réalisés donc il y a peu de temps. Et la particularité, c'est que j'ai choisi d'enregistrer ces instruments, donc non seulement séparément, mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, dans des endroits un peu insolites. Pour cela, j'ai demandé conseil à un ami écrivain, Philippe Vasset, qui connaît très bien les zones, ce qu'il appelle les zones blanches, ou en tout cas les zones en friche de Paris. Et j'en ai sélectionné du coup 4, un pour chaque instrument. Donc j'ai placé chaque instrument dans un lieu, un de ces lieux qui à la fois était en marge, en tout cas en friche par rapport à l'urbanité classique de Paris, et qui en plus offrait des caractéristiques acoustiques intéressantes, c'est-à-dire à la fois de la réverbération, quelque chose qui en tout cas offre des réflexions du son, et évidemment des accidents sonores, donc là totalement imprévisibles, et donc cette espèce d'ouverture au hasard était assez importante dans le cadre de ma démarche. Donc il y a du corps. Alors le corps se trouve dans un tunnel de la petite ceinture de Paris. Alors il y a un puits de lumière au-dessus de lui, en fait, c'est pour ça qu'il arrive à lire la partition. Et ce puits de lumière donne sur la rue, et on entend du coup le son de la rue également. Donc on entend la réverbération du tunnel, le bruit de la rue. Et puis il se trouvait que dans la rue, il y avait des boulistes qui jouaient aux boules, donc on entend aussi assez régulièrement le bruit de la boule. Donc ça c'est pour le corps. Ensuite j'ai enregistré du hautbois sous le pont de Grenelle. Là ce qui m'intéressait c'était d'avoir un pont vraiment métallique, assez résonnant, enfin réverbérant plutôt. Et puis alors en même temps on a énormément de bruit de circulation puisque là on est vraiment en plein Paris. On a une espèce de bourdon très, très fort. Et on a aussi le bourdon, alors là vraiment dans les infra-basses, je ne pense pas qu'on l'entendra avec les buzz, on a le son des péniches. En tout cas on entend... Ensuite, alors ça c'est un peu particulier, j'ai enregistré du trombone. Je voulais à la base aller dans un autre lieu de la petite ceinture de Paris. Donc on y est allé avec toute l'équipe et on s'est fait chasser par le personnel de la SNCF qui est donc propriétaire des voies de la petite ceinture. Donc on a été manu militari sommé de quitter les lieux et on s'est rabattu sur ce lieu qui est en fait la gare en construction de Rosa Parks, qui est une future gare de RER à Paris. Et c'est un lieu assez intéressant à Paris en ce moment puisqu'il y a vraiment... on sait que bientôt ce sera un lieu où il y aura beaucoup de passages par cette gare, mais pour l'instant c'est un lieu quasi désert où il y a cependant le passage du tramway. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'on entend tantôt rien du tout, quasiment rien, un silence qui est très très rare à Paris, et à d'autres moments on entend très fort puisqu'il passe vraiment juste à côté le tramway. Et un peu plus au loin on entend également les trains. Donc il y a vraiment un jeu sur les différents moyens de transport ferroviaire. Et aussi la résonance du bâtiment, évidemment, en construction, enfin la réverbération. Donc à chaque fois j'ai fait des prises de son 4 micros pour avoir un couple sur l'instrument et puis un autre sur l'ambiance. Et enfin, de la percussion à la Défense, donc là en plein air, assez peu de réflexion, par contre quelque chose de très riche au niveau de l'ambiance sonore. On entend des oiseaux chanter, on entend les gens passer. C'est un endroit un petit peu reculé de la Défense, une espèce de terrain vague un peu bizarre, mais qui se trouve en dessous d'une passerelle en fait. Donc on entend les gens passer sur la passerelle, ce qui crée un bruit assez récurrent. Donc là ce que vous allez entendre c'est une espèce de teaser, parce que vraiment j'ai pas du tout entamé la composition proprement dite. J'ai testé des choses et mis ensemble, puisque l'idée c'est que les 4 instruments soient superposés,
et comme si c'était une œuvre instrumentale, mais voilà, avec, dans des lieux différents, avec des rapports totalement différents aux espaces environnants. Donc c'était une petite, je sais pas, une mise en bouche, on va dire. Il est possible que la pièce ne ressemble pas du tout à ce que vous allez entendre. C'est la fin de l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Peut-être que on peut passer aux questions. Voilà, vous voyez sur. Ah, super. Je voulais déjà vous demander quelque chose, mais qui n'a rien à voir. Ouais. C'était concernant en fait les pochettes. Ouais. Donc comment vous sélectionnez les visuels, parce que vous avez pas mal de visuels qui ressemblent exactement à ce qu'on peut trouver dans la musique justement électroacoustique, comme la photo de paysage, comme des images avec votre nom sur le côté. Est-ce que le visuel, tout le graphisme, c'est vous qui le créez, ou vous faites appel à des gens, ou est-ce que c'est le label qui là où vous êtes distribué? C'est le label généralement, ouais. Mais comme c'est des labels différents, du coup ça donne des jeux. Et du coup, eux, ils ont une ligne directe. Voilà. Alors eux, ce Brosa, non, ils n'ont pas vraiment de. Ça, j'y suis pour rien en fait. J'aurais préféré qu'il y ait mon prénom, mais bon, ils ont juste mis. Non, j'y suis vraiment pour rien. Sadik, eux, ils ont vraiment une ligne. C'est-à-dire tous leurs disques. En fait, c'est un label américain tenu par John Zorn, musicien notamment musicien de jazz notamment, et en fait ils ont plusieurs séries. Ils ont une série de musique juive qui est assez connue, Radical Jewish Culture, et ils ont une série Composers, donc plus sur la musique contemporaine, et la série Composers est toujours designée comme ça, avec le liseré gris,
le nom sur le côté, enfin le nom du compositeur sur le côté, et donc après ça va même jusqu'à l'intérieur du livret, il y a toujours la photo du compositeur, il y a toujours un petit bout de partition, enfin c'est extrêmement codifié. Voilà. Et alors les autres. Bon, ça c'est le label Brocoli. Et ça, donc ça c'est aussi le label Brocoli, mais là pour le coup j'ai engagé une collaboration un peu plus poussée avec l'artiste, enfin le duo d'artistes Hippolyte Engen, qui ont fait une série de dessins qui apparaissent à l'intérieur, et voilà, où vraiment là il y a eu un dialogue sur ce que représentait pour moi le livre des passages, et voilà, sur cette référence à Benjamin. Donc c'est très divers en fait, voilà. Moi je suis absolument nul en tout ce qui est graphisme. Enfin, je ne saurais absolument pas faire une pochette de disque, donc je préfère généralement déléguer. Justement, tu es dans une école, enfin, tu as un public ici, l'école d'art. Oui. Et plus généralement, toi, le rapport entre la musique. Bon, là, tu as fait un truc qui est bon, qui est peut-être pas, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont l'habitude d'écouter simplement de la musique sans le support. Moi, je vois beaucoup de gens maintenant, les plus jeunes, ils vont sur YouTube, il y a une image toujours. Ouais. La musique, comme on pouvait l'écouter avant, pour elle-même. Pour elle-même, Et tu en penses quoi? Alors, vu que tu travailles avec des voix qui sont tirées dessus, par exemple. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est bien d'avoir une petite image, même si c'est une pochette de disque ou de la partition, même si on ne sait pas lire, c'est toujours bien d'avoir un support visuel, je pense. Ça peut être une façon d'écouter. En tout cas, c'est ce que je me dis. Par contre, dans mon travail en tant que tel, non, j'utilise. Enfin, disons que je n'ai pas eu encore l'occasion jusqu'à présent de travailler pour l'image. J'aimerais beaucoup le faire, mais les propositions que je fais là sont purement musicales pour l'écoute, quoi. Vraiment, je tiens à garder cette espèce de concentration, parce qu'en fait, je me refuse à l'idée que l'image soit là pour juste aider à écouter. En situation de concert, je parle vraiment en situation. J'aimerais que s'il travaille avec l'image il soit vraiment le fruit d'une réflexion, d'une collaboration avec quelqu'un, d'une volonté précise. Voilà, donc je ne veux pas que l'image soit un pis-aller ou une espèce de chose décorative. Donc du coup, quand je fais des concerts, soit, par exemple, c'est simple, mais ça marche bien parce qu'il y a piano, il y a la présence du piano. Voilà, il y a l'humain, il y a l'étrangeté de ce haut-parleur qui diffuse du son, enfin de la voix. Et sinon, effectivement, voilà. Ça peut être un peu déceptif d'avoir que des haut-parleurs. Bien sûr. Encore, tu les as mis en espace. Voilà, c'est ça. Généralement, c'est. Des fois, on regarde un magnétophone. Ouais, voilà, ou une stéréo pure, ouais. Oui, ça, effectivement. Après, pourquoi pas, si vraiment la proposition est sur l'écoute, ce qui est, à mon avis, il faut défendre, puisque, comme tu disais, ça a tendance à se perdre, donc du coup. Et puis c'est quand même une chose, voilà, il y a eu de très belles choses, il continuera à y en avoir, des choses qui ne font que s'écouter, qui ne se voient pas. Donc je pense qu'il faut savoir juste être cohérent avec la proposition musicale et puis pas chercher trop à l'adapter à l'air du temps. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans ces vidéos sur YouTube? Pourquoi en fait avoir récupéré des vidéos de YouTube, comme vous disiez, plus ou moins justes ou plus ou moins faux, pour au final en fait avoir un travail en post-prod de transformation quasi totale? Pas tant que ça finalement, pas tant que ça parce qu'on entend que c'est du son MP3, on entend vraiment énormément les défauts, enfin la qualité assez pauvre. C'est enregistré généralement avec des webcams, donc c'est vraiment. Donc non, la post-prod, elle est pas si enjoliveuse que ça, puisque c'est des choses qui de toute façon ne peuvent pas être... on ne peut pas récupérer un superbe beau son à partir d'un son de webcam, pour ne parler que du son et pas de l'interprétation, qui effectivement est souvent maladroite. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais parti de vraiment l'idée de piano et voix enregistrée, et j'étais parti j'avais récupéré à la base, mon projet, c'était de chercher dans des films des moments où des gens chantent a cappella. Et j'en avais trouvé comme ça quelques-uns. Et ensuite, je me suis dit que tant qu'à être dans ce rapport, puisque je tombais souvent sur des choses chantées de façon un peu approximative, puisque voilà, il ne s'agissait pas toujours de chanteurs professionnels. Et je me suis dit, tant qu'à faire, comme en cherchant sur Internet, je voyais beaucoup de gens qui chantaient des choses a cappella, ce phénomène m'a un peu frappé, un peu surpris.
je suis allé plutôt vers là. Et ce qui m'intéressait effectivement, c'était précisément le côté, tout le, comment dire, déjà la pauvreté du matériau de départ, et puis voilà, ces imperfections, vraiment partir des imperfections pour essayer d'en faire quelque chose, de les travailler. Quand je dis imperfection, c'est pas un jugement sur la performance des gens, c'est par exemple les bruits qu'il peut y avoir, les bruits parasites, enfin, j'allais dire le support, non, puisque là c'est plutôt la mauvaise qualité de l'enregistrement. Enfin, ces choses-là m'intéressent. J'aime bien saisir de ces éléments parasites. Enfin, c'est quelque chose d'ailleurs de courant dans l'histoire de l'art, reprendre le rebut, reprendre l'accident, voilà. Donc en fait, ces vidéos ne sont pas forcément un regard critique sur ces gens qui ne savent pas chanter. D'ailleurs, comme c'est une plateforme internet, on se moque souvent de ces gens-là. Mais du coup, vous prenez dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ces imperfections, autant chanter que sonore ensuite, comme vous dites, avec le petit micro de la webcam, devient presque un générateur de création. Bien sûr, ah oui. Et de matière. Ah oui. Ah non, il n'y a aucune espèce de... je pense que... Non, mais bien sûr, mais on peut l'imaginer. On peut imaginer. Je pense qu'effectivement... oui, je touche à quelque chose d'un peu délicat, j'en ai conscience. Mais dans la mesure où c'est altéré sans... comment dire... déjà, il n'y a pas l'image de la personne, ça compte déjà pas mal quand même. Je pense que... il n'y a pas non plus de comment dire, préjudice sur la personne qui chante. Enfin, donc évidemment pas d'intention de moquerie, c'est vraiment... Et je pense que quand on mesure justement entre l'élément de départ et ce que ça devient une fois que c'est chanté par la chanteuse et accompagné par on voit vraiment l'écart, et on voit que c'est pas du tout que c'est précisément prendre comme élément de départ, partir de la pauvreté ou de l'élément accidentel pour aller vers une composition, composer à partir de l'accident. Bon, je peux faire une petite question, oui. Une question communiste. Est-ce que précisément le fait de fixer comme ça sur un support, d'abord d'écrire, déjà de transcrire, d'écrire, donc de figer les choses, c'est un peu un problème qu'on a nous avec le rapport au musée aujourd'hui, l'institution muséale, l'exposition. Est-ce que ça fiche pas ce qui est une pratique authentique, on va dire, de l'amateur, pour entendre les mots distillés, la figure de l'amateur qui chantonne comme ça devant sa webcam, justement en le transformant en autre chose qui... Est-ce que c'est pas... On a un peu ce problème dans toute l'histoire de l'art. On est allé voir Joseph Cornell l'autre jour à Lyon. Quand Joseph Cornell, il fait juste des voix, tu vois, au départ, des petites choses pour lui, des choses. Et une fois que c'est au musée mis sous plexi, éclairé, ça devient un truc qu'il faut... Sacraliser un peu. Ah bah oui, ça, nous, c'est devenu sacralisé maintenant, l'autre art, on ne peut pas y toucher, on peut pas... Mais alors, ça n'a plus de limite, quoi, même. C'est dans un truc vraiment d'économie capitaliste à un point invraisemblable. Est-ce que là, justement, par rapport à ces gens qui spontanément s'expriment maladroitement ou pas, est-ce que comme une réification un peu, comme ça pour le coup, et ça pourrait même fossiliser, même des fois, parce qu'on pourrait dire que toutes les époques, le fait de réinterpréter... Oui, alors, effectivement, bon, il y a un truc, c'est que... Il y a du rock, tu vois, au départ, et donc il y a ce truc où on fait une espèce, tu vois, on y va, on joue un truc comme ça. Bien sûr. Alors, bon, déjà, mon terrain d'expression, c'est le son enregistré. C'est-à-dire que vous avez dû le voir, je ne fais pratiquement pas, voire pas du tout de traitement en temps réel, et de l'électronique en temps réel, en fait. Façon Mircam, tout ça. Voilà, façon Mircam. Donc déjà, il y a ça, donc mon domaine, c'est ça. Donc j'ai pas trop de problème avec le côté figé de ce que Michel Chion appelle le son fixé. Pour moi, il est fixé, mais il devient une multitude de choses selon là où on diffuse, selon ce qu'on en fait. Enfin, voilà, il y a une espèce de vie qui vient après la fixation. Donc pour moi, c'est pas lié à quelque chose de mortifère ou de réifiant. Et la deuxième chose, c'est que précisément dans un projet comme Song Recycle, le caractère in progress de la chose m'amène toujours, et maintenant encore, à changer des choses. Je ne sais pas quand l'œuvre sera pour le coup finie. Alors que celle-ci, là, j'ai pas mis la date, ici j'ai mis la date, mais ça, c'est une œuvre finie. Oui, voilà. Mais comme elle est pour voix et ensemble, c'est une œuvre qui, plus elle sera jouée, plus elle va comme les œuvres instrumentales, quoi. Il y a quelque chose d'organique qui fait que
plus elles sont jouées, plus elles se consolident, plus les choses s'affirment. Là, effectivement, on a a priori une œuvre plus fixée puisqu'il y a de la bande, et en même temps, je ne cesse non seulement j'ajoute des nouvelles chansons, mais en plus les chansons déjà existantes, je les rechange. Chaque nouveau concert, c'est l'occasion pour moi de replonger dans cette matière et de changer des choses, toujours. Alors peut-être qu'à un moment ça s'arrêtera, ça va se figer. Donc il y a cette dimension-là qui aussi, pour moi, me semble pas relever de la réification, de la sacralisation. Mais c'est vrai qu'il y a une petite forme de sacralisation, forcément. Mais je... Ouais. Enfin, moi, à titre personnel, forcément, mais c'est effectivement la séparation entre les arts majeurs et mineurs, nous c'est comme ça qu'on dit, les arts plastiques, est un peu gênante parce qu'on a eu un intervenant la semaine dernière, Christian Besson, à propos de la diffusion des peintures, à l'époque de la Renaissance, tout ça. Il a insisté sur le rôle de l'estampe et de la gravure, tout ça dans la diffusion, et c'est une diffusion par le peuple, enfin par la population, pas seulement par les génies qui sont recensés dans les traités d'histoire de l'art, et ces noms qui sont là. Et en tous ces amateurs qui chantent, quelque part, ils... C'est un peu ça, oui. Mais disons que moi, répondre à ça, je ne peux répondre que... Enfin, je me considère pas spécialement comme... Cette distinction savante, elle me... Voilà, je ne cherche pas à la réaffirmer en permanence avec une limite franche. D'ailleurs, ça se voit dans mon travail, je pense qu'il y a des communications. Donc je ne me considère pas comme le compositeur savant qui va daigner s'abaisser à aller chercher. Je pense qu'il y a quelque chose qui circule, effectivement. Moi-même, j'ai une diversité de pratiques. Je fais des choses plus pop aussi que je n'ai pas montrées là parce que voilà, je pensais qu'elles n'avaient pas forcément leur place. C'est juste que voilà, ma réponse à ce phénomène-là de diffusion de chansons chantonnées chez soi, c'est ça. C'est comme ça que je réponds à un phénomène. Voilà. Donc il y a évidemment l'idée de l'élever un peu, enfin en tout cas de lui donner une autre dimension où il est un peu mis sur un socle, mais voilà, c'est ça. Mais ça va pas beaucoup plus loin dans la sacralisation et puis dans l'écart entre le haut et le bas, quoi. Mais c'est surtout aussi que s'il diffuse ça sur YouTube, c'est pas pour rien, c'est peut-être aussi tous ces phénomènes qu'on voit à la télé, donc de gens qui chantent ou de gens qui sont issus de YouTube et qui après sont eux des stars qui vendent, parce qu'il y a des maisons qui font des étoiles, donc eux déjà le jouent avant même que vous essayez d'installer quelque chose, donc de le transformer. Oui, tout à fait, ils jouent à la star. Eux ils jouent à ça aussi, ils le font pas. C'est pas comme s'ils se retrouvaient dans une église à chanter entre eux, ou dehors dans une. Oui, c'est pas une spontanéité, ils font bien ils le refont et ils en font plusieurs et ils attendent des commentaires. Alors. Moi, j'étais plutôt attiré par ceux qui le font une fois. Parce qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment une prise de one shot. On a l'impression que c'est directement posté sur. Parce qu'il y en a qui s'arrêtent, qui disent ah non, j'ai raté, je refais. Et ça m'a plus intéressé justement dans le côté. Parce que des a cappella extrêmement propres et très produits, il y en a aussi, mais ceux-là, je les ai vraiment fuis. Ouais. Je voulais approcher au plus près de la spontanéité qui est une fausse spontanéité, parce qu'évidemment tout est mis en scène, mais parfois ils s'enregistrent dans leur salle de bain, dans leur cuisine, on voit le micro-ondes derrière, enfin, c'est totalement fou comme aussi. Ah non, au niveau de l'image, c'est pas mal. Alors, du coup, je jouais avec ce rapport intimiste dans le concert, quand vous parlez de petites structures, que vous préférez jouer dans des petites structures. Ouais. Il y a ce rapport aussi de la personne devant la caméra qui chante et ce rapport à la concert. Oui, il est assez indirect, mais il est présent. Ouais. Il est indirect parce qu'on n'a pas l'image, mais effectivement, la proximité, ne serait-ce que parce que je tiens à ce que ce soit un seul haut-parleur, pour que vraiment il y ait l'effet de... Le son vient d'un seul endroit, en tout cas le son de la voix vient d'un seul endroit. Donc s'il faut une salle où il y a une reprise en façade, là c'est fini, quoi. Ça marche pas. Donc du coup, fatalement, ça restreint à des lieux plutôt petits, et puis je pense que ça convient bien à cette musique, tout simplement. Ça, quelque chose comme ça. Quelque chose de l'ordre de la musique de chambre dans pas mal de mes travaux, d'ailleurs, ce rapport avec les sons assez ténus, assez faibles, qui justement sont... Segment et Aposti, par exemple, ça a été joué au Bouffe du Nord, c'était trop grand. Il a fallu reprendre le son des instruments et on perdait complètement le rapport au parleur-instrument.
Ça a été rejoué dans une toute petite salle minuscule, vraiment toute petite, où on a dû limiter la jauge. Et là, c'était vraiment super, parce que les instruments, on les entendait, on les voyait, on était très proche d'eux, on voyait les manipulations. Et c'était vraiment de la musique de chambre, vraiment. Et là, j'étais totalement enchanté. Ouais. Donc ça veut dire que cette proximité, elle est plus dans un idéal sonore que véritablement dans un idéal comme, de proximité ou de près, je sais pas. Si, c'est pas que sonore, non, ouais. C'est que là, par exemple, cette pièce, il y a des choses, des manipulations, l'harpe met un petit voile, un tissu sur les cordes, le cymbaliste joue avec des bottlenecks et des petites choses comme ça. Je pense que c'est important de les voir vraiment comme si... mais du coup, qui il? Nous, c'est-à-dire oui, le public, ouais. Ou le il comme un public large, quoi. C'est qui justement vraiment le il? Quelle proximité vous voulez avoir auprès du public? Le public qui a l'oreille, ou qui a déjà oui, voilà, c'est une autre question. Qui a déjà la connaissance, ou c'est le public papa, maman, voilà, ou les gens qui sont dehors. Justement, c'est ça en fait que je me posais comme question, c'est quelle proximité vous souhaitez avoir? Mais pour moi, c'est deux choses différentes. La question de la proximité dans le dispositif avec le public qui est là, et la question d'un public, comment dire... Vous êtes dans la rue à un moment, quoi. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, alors ça, pour cette proposition-là, effectivement, il n'y avait pas l'idée de... Il y avait l'idée à la fois d'accueillir éventuellement les interventions de gens qui passeraient et qui interviendraient dans ce qui est arrivé à plusieurs reprises, notamment sous le pont. Là. Il y avait une SDF qui en fait est sous ce pont et qui est venue nous voir, nous parler. Donc là, j'ai laissé tourner les micros, on a parlé avec elle, il y a eu une espèce d'échange comme ça. Mais le choix des lieux a fait qu'on a privilégié les lieux où il y a peu de passages, aussi parce que ça fait partie du projet, et puis parce qu'on ne voulait pas que ça se transforme en concert, comment on appelle ça, les concerts à improviser, là, les... Flash mob, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah oui. On ne voulait absolument pas qu'il y ait cet effet-là, qu'il y ait un attroupement et des gens qui applaudissent ensuite. Puisqu'en plus, on enregistrait des choses un peu complexes qu'il fallait refaire plein de fois, tout ça, ça ne ressemblait pas du tout à un concert. Donc, ce qui n'a pas empêché que des gens qui passent applaudissent. C'était assez marrant le rapport qui pouvait s'établir avec les gens. Mais c'était pas, on n'a pas cherché à faire un concert en plein air. Mais donc j'ai l'impression que dans votre question il y avait l'idée de quel public j'ai en tête lorsque... Oui. Ça c'est une question compliquée parce que... Automatiquement en fait, quand je pensais à cette pièce, à l'espace public, effectivement, à la ville, machin, il y a un moment... Qu'est-ce que tu veux, quoi? C'est effectivement, est-ce que tu vas vraiment chercher ce public? Donc du coup là, non, pas vraiment. Tu l'as répondu effectivement, voilà. Donc en fait, la question, elle a enchaîné sur la réponse. D'accord, donc c'est ok, simplement. Super. Moi, je voulais revenir sur votre parcours. Au début, vous avez dit assez rapidement que vous veniez du rock. Ouais. Quelles ont été j'entends artistiquement, les rencontres fondamentales pour vous qui vous ont fait arriver à vos créations? Alors j'étais un adolescent un peu bizarre parce que j'écoutais du rock qui datait de 20 ans avant. C'est-à-dire j'étais adolescent dans les années 90 et j'écoutais du rock des années 70. Et j'écoutais absolument pas ce qui se faisait dans les années 90. C'est le grand frère, non? C'est le grand frère. Mais il n'était pas si grand que ça, mais bon, de fait, c'est par lui que ça s'est passé. Donc j'écoutais du rock des années 70, j'écoutais du rock progressif notamment, ce qu'on appelle le rock progressif. J'ai donc vraiment des coups de cœur pour des groupes avec lesquels j'étais d'une fidélité incomparable, notamment Genesis, les premiers Genesis, Yes, King Crimson. C'est les trois vraiment que j'ai suivis tout le temps. Et en fait, par King Crimson, j'ai Robert Fripp, ça m'a amené à Brian Eno. Par Brian Eno, ça m'a amené à la musique expérimentale, les choses qu'il a publiées sur son label Obscur, donc Harold Budd, Kevin Bryars, toute cette école-là. Et là, je dirais qu'à partir de là, ça s'est ouvert vraiment vers la musique contemporaine. Et ça s'est mis à connecter, du coup, mon autre culture musicale qui était plus classique, que je recevais par l'enseignement classique, puisque j'ai fait un peu de piano classique, un peu de percussion, donc j'avais des cours de solfège ou d'histoire de la musique rudimentaire. Donc du coup, je m'intéressais aussi à la tradition classique. Et là, d'un coup, c'est venu avec la musique contemporaine, il y a eu une rencontre. Mais je reste effectivement
très attaché à ces formes plus populaires Après, voilà, ce qui m'a intéressé assez vite, c'est les musiques assez inclassables où on ne sait pas trop si c'est de la pop ou de la... Et donc à la fin des années 90, quand il y a eu ces musiques électroniques, mouvement electronica, click and cut, tout ça, ça m'a beaucoup intéressé. Le rock, le krautrock, le post-rock, enfin, ce qu'on appelle comme ça, c'est aussi des choses que j'ai énormément ingérées. Mais les choses déterminantes, donc là je dirais Brian Eno a été une figure, ça a été lui qui m'a permis d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. Et je voulais vous demander votre rapport au cinéma. Là, vous avez fait votre pièce autour de Charlie et la chocolaterie. Ouais. Là, pour notre pièce, vous cherchiez des gens qui chantent a cappella dans les films. Est-ce que vous avez des projets de pièces autour du cinéma, autour de la bande-son cinéma? Est-ce que vous avez non, malheureusement, une réflexion particulière là-dessus? Non, parce que j'ai pas du tout cette pratique de l'image. Donc je sais rien faire, je ne fais rien. J'aimerais énormément. Quand je vais au cinéma ou quand je regarde des vidéos, je suis extrêmement attentif à ce qui se passe au niveau sonore, donc c'est quelque chose qui vraiment me passionne. J'aimerais énormément, mais il faudrait que je rencontre... il faudrait que l'occasion se présente et que... J'ai pas d'idée de pièce audiovisuelle qui préexisterait. Il faudrait que ce soit quelque chose... une rencontre puisse la favoriser, quoi. Mais ça m'intéresse énormément. Et là, par exemple, au cinéma... J'aimerais vraiment, parce que j'aime beaucoup le cinéma, mais je ne sais absolument pas à l'heure actuelle avec qui je pourrais travailler. Je ne sais pas du tout. Donc c'est à la fois, il y a un vrai désir, et en même temps, je me heurte un peu contre un mur. Bon, ça viendra, son temps. Avec le cinéma, c'est particulier parce que, comme je fais une musique avec beaucoup de ruptures, ça passe pas trop à l'image dans les films, on va dire, la majorité des films. Et j'ai eu quelques occasions ratées qui ne se sont pas concrétisées, notamment les frères Larieux qui dans un de leurs films, avaient mis une de mes musiques sur une séquence. Donc on en était à signer le contrat de cession de droit. Et à l'étape fatidique du mixage, ils avaient décidé d'enlever de la musique et donc ils avaient enlevé ma pièce, donc tout a été arrêté d'un coup. Donc voilà, je traîne comme ça quelques... Tu ne craindrais pas je pensais qu'il peut couper aussi, enfin il coupe, tu vois bien. Ah oui, il coupe, ouais. On arrête la musique là où... Ouais. Des fois ça énerve les compositeurs, ça. Oui, peut-être. Oui. Par exemple, ce que fait Godard dans Le Mépris, je trouve ça génial. Moi, j'adorerais qu'un réalisateur fasse. Ah oui, mais moi, ouais. Suite à ça, justement. D'accord, ouais. Alors que moi, je trouve ça vraiment. En même temps, quand tu l'écris pour le film, c'est différent. Du coup, c'est pas un morceau. Oui, c'est ça, exactement. C'est très différent. Je pense qu'il y a forcément une projection, une attente, et donc forcément, dès qu'on touche à la musique, ça provoque des. C'est bien normal. Mais disons, voilà, si je pouvais travailler avec un réalisateur en qui je pourrais avoir suffisamment confiance pour lui dire vas-y, coupe si tu veux, ça ce serait l'idéal, évidemment. Qu'il n'y ait pas cette espèce de défiance de c'est ma chose, c'est ma musique et toi c'est ton film. Voilà. Ce serait vraiment l'idéal. Mais c'est évidemment difficile. Est-ce que tu peux nous faire un petit couplet pour essayer de la chanson sur la musique et documents sonores par rapport à ton livre? Oui. On ferait des pas là, c'est vite ça, le plus agacé. Par rapport à la chose enregistrée, la musique fixée sur support. Quelqu'un était agacé par quoi? Hein? J'ai pas compris qui. Lui, il n'est pas là. D'accord. Donc tu parles en son nom pour dire qu'il était. Oui, parce que je pense à lui. Et donc c'était quoi son idée, enfin son discours? Ah bah par rapport à Jean-Yves Bossard. Ah oui, c'est vrai. Voilà, le théâtre de la musique, tout ça, le côté que lui, la musique, elle est live, quoi. Enfin, je sais pas qu'elle n'existe pas en dehors. Comment il dit ça? Bossard, tu sais, par rapport au fait que... Non mais je vois très bien la position de Bossard, c'est celle de Cage. Bon, tu la connais, voilà. C'est celle de John Cage. Enregistrement des temps photographique. Oui, ça effectivement. C'est l'original de l'œuvre d'art. En Oui. fait, Non, ça. Tout ça. J'ai tellement vécu dans une autre perspective qu'à la fois je comprends cet argumentaire-là et je ne le partage pas du tout. Par exemple, justement pour le rock, c'est là que vraiment je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, le rock, c'est une musique de studio, c'est une musique de disque. Et pour moi, vraiment. Il y a quelqu'un, Roger Plouivet, je crois, il s'appelle, un philosophe qui a écrit je ne l'ai pas encore lu, un livre qui s'appelle L'Anthologie du rock. Et j'ai lu qu'il défendait exactement cette idée, donc je me suis dit super, enfin quelqu'un qui dit ça. Donc pour moi c'est vraiment évident, quoi. Il y a quelque chose qui, parce que
on n'est pas dans la photographie sonore avec le rock. C'est pas, on met des micros devant un groupe qui joue. Enfin, parfois c'est ça, mais très souvent c'est un travail extrêmement minutieux d'enregistrement, de production, de post-production, de mixage, d'overdub, de choses qui sont vraiment, qui se font dans un temps très étalé, qui ne sont pas du tout la capture d'un instant. Donc il y a deux fonctions d'enregistrement. Il y a la fonction document et la fonction plus proprement créatrice. Et ça, je la défends énormément. C'est vraiment... Et dans le livre Musique et documents sonores, donc je m'intéresse au document, qui est précisément la photographie sonore dont parlait sans doute Jean-Yves Bossard. Ouais. Donc là, je m'intéresse à cet aspect-là de l'enregistrement, mais en tant qu'il est intégré à la musique, intégré comme élément dans la musique. C'est-à-dire qu'en gros, je parle d'œuvres qui, à un moment donné, font apparaître un document sonore. Alors, ce que j'appelle document sonore, c'est une capture de type photographique que j'appelle phonographique. Du coup, je joue pas mal avec le mot. Une capture d'un événement réel. Donc, c'est par exemple une pièce où il y aurait un discours politique à un moment enregistré. Ce genre de choses. Steve Reich avec les témoignages, effectivement, ce genre de choses. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est comment la photographie sonore elle est intégrée à un processus. Mais ça donne une œuvre qui évidemment dépasse complètement le statut de simple. Donc voilà, Steve Reich, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis j'aborde dans plusieurs chapitres la question ce qu'on appelle le field recording. Donc on appelle ça, aujourd'hui c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui se revendiquent de ça, ce qui consiste à enregistrer en extérieur, donc généralement dans la nature ou dans la ville, et donc de créer vraiment des pièces uniquement basées sur des enregistrements en extérieur, qui sont souvent pas vraiment, enfin en tout cas gardés dans leur état, aussi proche que possible de la source initiale. Voilà, c'est ça, c'est là où ça devient compliqué, Ouais. parce que tout le processus d'enregistrement Il altère. dénature forcément la réverb, les choses qui se passent à l'intérieur des lieux. Vous disiez, vous aviez combien de coupes de micros? 2 couples en fait. Ouais. Oui, alors pour revenir sur cette question-là, effectivement, il y a un moment où j'ai étudié un cas particulier, un disque qui a été sorti par un label américain, Sublime Frequencies, et le disque s'appelle Insect Electronica from South East Asia. Et donc ça raconte, ça dit que ce qu'on entend sur le disque, c'est l'enregistrement fidèle d'une forêt tropicale, donc en Asie du Sud, et donc le chant des libellules dans cette et on entend quelque chose qui ressemble vraiment à de la musique électronique. On entend une espèce de fréquence, des choses, des tenues, des drones. Donc on se croirait vraiment dans de la musique électronique. Et le disque joue de l'ambiguïté, c'est-à-dire à la fois il dit voilà, regardez, c'est de la musique. C'est la musique que produisent les libellules, mais par contre, on n'a pas du tout retouché, on n'a rien fait. Donc, sous-entendu, lorsque vous écoutez ça chez vous, vous êtes transporté dans la forêt tropicale. Donc, il y a un argument un peu publicitaire de la haute fidélité, parce que c'est l'argument de la haute fidélité, c'est de dire vous y êtes, c'est comme si on y était, cette espèce de transparence. C'est une sorte de performance aussi avec les micros utilisés ou Non, parce que. De technologie ou c'est rien à voir? Non, c'est juste. Ça pourrait être regarder nos micros comme regardez, on fait de la HD avec Sony, parce que ça pourrait être pareil, vendre un produit à travers ce. Écoutez, on a réussi à enregistrer les insectes, donc on peut enregistrer ce que vous voulez. Mais il y a une rhétorique publicitaire, c'est clair, qui n'est pas au service d'un produit ou d'un. Il ne dit pas j'ai utilisé tel micro. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que le type qui a enregistré ça, il n'apparaît nulle part. Enfin, il est nommé dans le disque, mais il n'est pas. C'est pas l'auteur du disque en fait. Donc le disque, c'est un disque, c'est comme des ambiances anonymes, quoi, vraiment pour des films. C'est un disque anonyme, c'est un document, comme si c'était tombé d'un arbre. Et donc il y a vraiment une scotomisation de toute la partie de la fabrication, quoi, de la chose. Et de ce qu'elle altère, évidemment. Et alors, donc, ce disque a été vertement critiqué par David Toop, un musicien et critique anglais, qui dit non, c'est pas possible d'avoir fait ça comme ça, il y a forcément du travail, il y a forcément du processing, donc de la post-production, et parce que moi, donc il dit, je vais régulièrement là-bas, je fais des enregistrements, et ça sonne pas du tout pareil. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment les deux sont dans la même idée qu'il y aurait possiblement le son réel des insectes. Donc ils ont il y a beau avoir une polémique, je les mets un peu dos à dos en disant mais les deux pensent que finalement il y aurait une fidélité possible au son des insectes. Alors que dès qu'on sort un micro, qu'on enregistre, même si on ne fait pas de montage, même si on n'équalise pas, on fabrique quelque chose. On fabrique quelque chose qui n'est pas
la reproduction du phénomène premier. Ce n'est pas possible. Enfin, il y a vraiment une... Là où justement je trouve que c'est différent par rapport à Luc Ferrari, qui lui va parler quand il va enregistrer, faire des pièces, où il s'inclut à l'intérieur du lieu. C'est comme une sorte d'échelle, comme quand on met une pièce par rapport à un objet, Oui. pour dire il y a une valeur relative entre les deux. Alors attention, parce que souvent Ferrari fait ça en post-production. Dans le Presque Rien numéro 2 par exemple, c'est peut-être pas cette pièce que tu pensais, mais souvent effectivement il parlait effectivement lui-même en enregistrant, mais dans le Presque Rien numéro 2, il le fait en post-production. Luc Ferrari, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue avec tout ça. C'est que lui, la transparence, la fidélité, il n'en a rien à faire, et que précisément dans le Presque Rien numéro 1, qu'on a considéré comme étant vraiment le field recording absolu, en fait c'est bourré de montage. Donc il en joue totalement. C'est une figure assez importante du livre, Luc Ferrari, effectivement, parce qu'il est totalement dans cette problématique-là, du document et de la falsification aussi. Et pour cette pièce, vous avez choisi les instruments en fonction du lieu? Non. Non, parce que c'était pas possible. Il y a des fois, je ne savais pas 2 jours avant où est-ce que j'allais pouvoir enregistrer. Il y a des lieux qui existaient, j'ai fait des repérages au printemps dernier, des lieux qui existaient à ce moment-là, qui ont été détruits ou au contraire construits à l'automne, au moment où avaient lieu les enregistrements. Donc je ne pouvais absolument pas prévoir. Là, j'ai vraiment fait l'expérience d'une totale, le côté un peu cagien, une espèce de superposition de hasard total entre une partition musicale et un environnement. Et donc, c'est-à-dire que j'ai aussi demandé expressément aux musiciens de ne pas réagir à ce qu'ils entendaient, de continuer. Ils suivent, il n'y a aucune part. Non, ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe autour. Même quand il y a un hélicoptère qui... Donc du coup, ça va me donner des contraintes pour le montage. Puisque la même ligne mélodique qui rejoue plusieurs fois, tantôt il y aura l'hélicoptère qui... Enfin, il n'y a pas eu d'hélicoptère d'ailleurs. Tantôt il y aura la péniche qui passe, tantôt il y aura autre chose. Et c'est en fonction de ça que je ferai mon montage. C'est-à-dire que je prendrai en compte plein de paramètres, dont les choses qui, par hasard, se sont produites à tel ou tel moment. Les lieux où vous avez joué, c'est pas les lieux qu'appelle Philippe Vasset les zones blanches, c'est-à-dire celles qui sont pas, qu'on ne trouve pas sur Google Street. C'est pas exactement ça en fait. Non, il avait fait un travail là-dessus. Oui, le livre blanc. C'était ça, ouais, d'accord. Non. Après, j'ai fait appel à lui parce qu'il connaît bien. Quand je lui demande, trouve-moi un hangar désaffecté, et il me le trouve dans la journée. Bon, il a un côté très explorateur des zones urbaines, donc c'était une aide précieuse. Mais il m'a proposé plein de lieux qui n'allaient pas parce que c'est des lieux qui sont gardés par des vigiles avec des chiens. Donc lui, il peut y aller en passant en s'engouffrant par une petite porte parce que lui, il fait pas de son, il fait pas de musique, donc il peut être relativement discret. Mais forcément, s'il s'agit d'arriver avec un trombone, avec des micros, là, c'est même pas la peine. Donc il a fallu éviter tous les endroits qui étaient surveillés, les endroits qui étaient trop peuplés, les endroits qui étaient trop bruyants, à l'exception de celui-ci qui était le plus bruyant des 4 en fait. Mais comme je voulais une diversité de couleurs, du coup c'est bien qu'il y en ait un qui soit bruyant avec le bruit typique de la vigne, c'est-à-dire l'espèce de ronronnement permanent. Donc voilà, il y avait plein de critères qui entraient en jeu, c'était vraiment du pragmatisme, quoi. Il a fallu s'adapter, 3 jours avant, trouver quelque chose. Donc heureusement que je n'ai pas composé en fonction des lieux, sinon c'était mort, quoi. Et c'est en cours parce qu'il va y avoir d'autres instruments et d'autres lieux? Alors, il y a 2 choses. C'est marqué Phonotopie 1 parce qu'effectivement il y aura d'autres volets. Donc je prépare un 2 qui serait potentiellement à Berlin si les choses se confirment. Et c'est surtout en cours parce que je n'ai pas fait le montage en fait. J'ai accumulé tous les enregistrements, mais le montage va être une part très importante de la composition. Donc je ne l'ai pas fait, je l'ai fait un petit peu pour ce qu'on a entendu, qui est une espèce de proto-montage où j'ai un petit peu arrangé les choses, mais le montage sera beaucoup plus précis dans la version finale. Et là, pour l'instant, il n'est pas du tout. Et par rapport à Berlin, où tu le fais rebondir d'un seul coup sur le symphonie d'une ville, Ouais. Huttman, Ouais. c'est des choses qui te Ouais. quelque chose de ça. Complètement, ouais. Oui. Ah oui, Vraiment, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Ou Tant que les heures passent de Alberto Cavalcanti, ou des films comme ça qui ont été vraiment, qui sont dans la filiation de Benjamin aussi, quoi, le livre des passages. Je pense qu'il y a le week-end de Walter Whitman aussi, qui est une pièce.
En fait, c'est un film sans images, Sans image. le premier, je crois. Ah, pour moi, c'est le premier. Warframe 2. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment une anticipation de la musique concrète et avec des moyens beaucoup plus efficaces, puisque la bande optique permet des montages infiniment plus gracieux que les 78 tours de Pierre Schaeffer dans les premiers. Donc c'est marrant comme le support, et en même temps, on n'a pas tenu compte de ça parce que c'était du cinéma. C'était pas donc comment dire, la séparation des disciplines. Donc les gens allaient écouter un film, voir un film sans image. Ouais, c'est ça. Dans le noir, et puis dans la symphonie d'une ville, donc bon, Berlin, symphonie d'une ville, ça fait partie de toute une. Ils appelaient ça des. Comment ça s'appelle ? Il y avait les Hörspiel qui étaient les pièces pour l'oreille, quoi, donc à la radio, plutôt diffusée, je pense, il me semble. Et là, c'est vraiment. Il a commencé à faire. Il y a aussi Bertov aussi qui a bossé là. Oui. Sur l'idée de faire de mettre une ville, faire une symphonie pour une ville, quoi. Voilà, à manière schaefferienne. Mais... Comment s'appelle son film d'ailleurs dans cette lignée-là? Il y a l'homme à la caméra. C'est pas ça, c'est un autre. Là, mais oui, tout à fait, c'était Vertov Routman. Il était monteur, de toute façon. Oui, c'est ça. Au niveau de montage son, c'est génial. Ouais. C'est vraiment les grandes années du montage. Ouais, vraiment. Il faudrait faire une projection. Désolé pour le système aussi. Non, mais ça m'a pas gêné après coup. C'était pour la pièce avec le piano où j'entendais vraiment des saturations. Mais après, ça m'a pas gêné. Je sais pas si vous savez. Une question ? Juste un truc. Ouais. Allez. Non, c'était sur la pièce avec les 8 enceintes. Juste une question technique. Vous synchronisez comment? C'est une piste et les 8 enceintes qu'il faut redistribuer. Il y a une source par enceinte. Une source par enceinte, ouais. Oui, parce que c'est 8 langues différentes. Et comment c'est synchronisé? Montage, quoi. Non, mais comment vous lancez? Comment en fait c'est je comprends pas. Mais est-ce que, admettons, vous avez 8 enceintes et derrière il y a une source chaque. Derrière. Ah oui, mais elles sont montées, tout ça est monté sur Ok, tout d'accord, ça. donc c'est vous avez les 8 pistes qui partent après sur les 8 enceintes. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir la carte son aussi? Le déclencheur. On va parler autour de nous. Moi, une question, c'est pas trivial, mais il y a des étudiants de Beaux-Arts qui s'apprêtent à éventuellement avoir une carrière artistique après. Les pièces, vous arrivez à les financer un tout petit peu en amont parce que vous avez fait appel à des musiciens. Comment tu vis alors? Comment c'est compositeur de musique? On va aller vers voilà, est-ce qu'il y a possibilité de financement en amont, de bourse Alors, ce sont quasiment toutes des commandes. Donc la commande, c'est par exemple ça. Donc c'est vraiment la commande Festival d'automne à Paris, Théâtre des Beaux du Nord. Donc là, la commande inclut tout, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent pour moi. Et puis il y a la prise en charge des répétitions avec les musiciens. Donc non seulement avec les 4 musiciens là, mais avec les 11 musiciens de l'autre pièce, qui est également une commande du Festival d'automne. Vraiment, tout est pris en charge. Donc là, c'est vraiment, on est dans la situation la plus confortable, mais la plus rare, évidemment. Sinon, ça, par exemple, c'est une pièce que j'ai faite moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue au début et que maintenant, c'est seulement maintenant que je peux en faire une version pour un pianiste. J'avais vraiment aucun budget. Genre, on m'a dit, tiens, tu veux jouer tel soir, il y a un piano, est-ce que tu veux faire un truc? Ok, je le fais. C'est important, effectivement, parce que ça conditionne les choses. Je pense que j'ai eu l'idée de cette pièce par rapport à la contrainte qui était, il y a un piano, je fais quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est comme ça aussi que j'ai eu l'idée des voix. Et donc voilà, c'est très variable et ce qui me permet de survivre, c'est des choses que j'ai pas montrées du tout aujourd'hui. C'est des musiques pour la scène, pour la danse en particulier. Puisque là, en fait, la commande, et bon, c'est technique, mais c'est payé en cachet intermittent. Et du coup, les cachets intermittents permettent d'avoir le statut d'intermittent et de. Bon, vous connaissez tout ça dans le cas. Mais voilà. Donc en combinant les deux, j'arrive à survivre, à payer un loyer parisien au prix exorbitant, comme vous le savez tous. Moi, je voulais savoir si, par exemple, vous aviez un
projet, n'importe quelle pièce, vous avanciez avec une forme de maquette, avec les moyens que vous avez, et après, est-ce qu'il y a des... Oui, bien sûr, ça se fait, ouais. Oui. Par exemple... Sur des maquettes, ils donnent de l'argent là, parce qu'ils se disent, voilà, là, il faut... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors là, par exemple, j'ai une résidence qui sera en septembre prochain, résidence de l'Institut français, hors les murs, une résidence assez connue, où là, j'ai déposé un projet. Alors là, c'est pas un projet de maquette, c'était vraiment un projet écrit. Et là, il m'accorde donc un mois de résidence aux États-Unis et voilà, pour lancer un peu le truc. Donc il existe des choses. Je ne suis pas très très doué après pour aller chercher des bonnes bourses ou des endroits. Ça, c'est une autre question. C'est tout un talent. Merci beaucoup.